Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission quotidienne de décryptage de l'actualité africaine. Au sommaire ce soir, au Bénin, le domicile de Boni Yayi a été encerclé par la police en ce mercredi 1er mai. Il s'agirait d'une tentative d'arrestation de l'ancien président, une information démentie par les autorités de Cotonou. Nouveau programme de gouvernance en Centrafrique, un programme basé sur la sécurité et la paix, a été présenté devant le Parlement ce 29 avril, 60 jours après la nomination du Premier ministre Firmin Grébada. Et puis en Côte d'Ivoire, l'éducation nationale recrute pour combler un fort déficit estimé à plus de 10 000 enseignants. La construction de plus de 4 000 nouvelles salles de classe devrait également être réalisée. Avec nous sur ce plateau pour en parler, Michel Abdelouhab, professeur de sciences économiques et sociales. Bonsoir Michel. Bonsoir, bonsoir à tous. Pape Cabo, analyste politique. Bonsoir Pape. Bonsoir Corinne, bonsoir à tous. Et Géraldo Gomez, secrétaire général adjoint de l'Union sociale libérale chargé des questions stratégiques. Bonsoir. Bonsoir. On démarre tout de suite avec l'actualité politique. Le contexte sociopolitique béninois est plus que jamais tendu après les élections législatives controversées du 28 avril. Le domicile de l'ancien président Thomas Boni Yayi a été encerclé par les forces de l'ordre ce 1er mai, causant des échauffourées entre forces de l'ordre et riverains, ce qui aurait été perçu par ces derniers comme une tentative d'arrestation de l'ancien président n'était en fait qu'une tentative des forces de l'ordre d'empêcher une manifestation non autorisée selon le ministre de l'Intérieur. On écoute quelques réactions des riverains. De lui, pourquoi ça hein? C'est les anciens présidents là. Si eux ils avaient fait ça, ils seraient là. Nous sommes. Moi je veux même qu'on marche, qu'on va chez lui, qu'il descende parce qu'on est fatigué de lui. On ne mange pas, on n'a pas d'emploi, ils ne pensent pas à ça, les gens souffrent. Qui est en jeu aujourd'hui va au-delà de la simple personnalité de Boni Yayi. C'est tout le peuple aujourd'hui qui se soulève pour dire non à l'enlèvement programmé de Boni Yayi, pour dire non que nous nous levons pour sauver notre démocratie. Talon, c'est fini. Pour politique, il a divisé la famille. Et après politique, la famille restera. Le ministre de l'Intérieur, Saka Lafia, a tenu à clarifier la situation. On l'écoute. Cela est un fake news, si on veut parler anglais un peu, comme on le dit dans votre jargon. De quoi s'agit-il en réalité? Nous avons appris qu'un attroupement se formait à Kajeong, au domicile du président, en vue d'un mouvement de foule à travers la ville de Cotonou. Aucune manifestation de rue n'ayant été déclarée, nous avons envoyé des éléments sur le terrain afin de continuer le mouvement qui se préparait. Notre devoir, le devoir de la police, étant aussi d'empêcher les troubles à l'ordre public. Je peux vous assurer qu'aucun projet d'arrestation de l'intéressé n'a existé, contrairement à ce qui est relayé. Je vous remercie. Alors, journée du 1er mai, mouvementée au Bénin, la situation sociopolitique est regrettable. Mais l'ancien président n'est-il pas en train d'opérer un véritable combat politique, Pape? Ce n'est pas à exclure. Il est prévu dans la constitution béninoise qu'au bout de 2 mandats, que le président en place parte. Mais il n'est pas à exclure que le président Thomas Yayi Boni soit dans des dispositions, effectivement, de vouloir faire un comeback. Et à partir de ce moment-là, il se prépare dès maintenant. Et est-ce que le président Talon l'entend de cette oreille ou pas? C'est justement un peu les enjeux de ce que l'on est en train de voir actuellement se dérouler au Bénin. Fake news ou pas, c'est ce qu'annonce le ministre de l'Intérieur. C'est vrai que l'État a ses sources de renseignement, mais est-ce qu'une rumeur de rassemblement ou un simple rassemblement au domicile d'un leader devrait pouvoir être, j'allais dire, réprimé? Je ne le crois pas. Je pense que le président Talon a intérêt à éviter toute répression.
Gérald Dovouquet, béninois, comment est-ce que vous percevez tout ce qui se passe aujourd'hui au Bénin? Oui, merci pour Effectivement, c'était le 1er mai. Il y a beaucoup d'autres manifestations qui sont prévues et qui ont eu lieu, même si elles ont été interdites par d'autres endroits, autres qu'autour du domicile du président Yahi Boni. Mais contrairement à ce que Pape disait tout à l'heure, je ne pense pas que ce soit la question de la succession du président Talon par le président Yahi Boni qui se pose à travers la Constitution ou pas. En y regardant de près, on verra même que la Constitution ne le permet pas. Mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet qui se pose ici, c'est la contestation véritable des élections législatives, telles que cela a été conçu, tel que cela a été préparé, tel que cela a été exécuté. Le peuple s'est manifesté démocratiquement contre ces élections telles qu'elles ont été organisées et nous avons connu un taux d'abstention jamais atteint au Bénin, le taux de participation objectivement de l'avis de tous les observateurs. Seule l'Union africaine a envoyé des observateurs internationaux, mais la société civile qui a dépêché des observateurs sur le terrain, objectivement, le taux de participation n'excéderait pas 10%. Donc nous avons quand même un pouvoir qui est fortement contesté dans la conception et dans la mise en œuvre de ces élections, décrié donc désavoué et vu face à un président de la République qui a voulu assumer tel que c'était organisé. Donc c'est plutôt ça qui est en cause. Et quand il y a plusieurs sources d'interprétation, moi je recommande toujours de s'en tenir aux faits. Les faits sont 1. Il y avait des forces de l'ordre autour de la maison du président Yahi Boni. 2. Le ministre de l'Intérieur a donné une explication en disant « nous avons appris que ». Mais troisième fait, c'est qu'au moment où les forces de l'ordre étaient là, à leur début tout au moins, il n'y avait pas encore d'attroupement. Et c'est leur présence qui a causé l'attroupement des populations qui contestaient ensuite cette volonté d'aller plus loin. Ce sont les faits. Donc qu'est-ce que les forces de l'ordre faisaient là alors qu'il n'y avait pas d'attroupement? Leurs informations étaient-elles si justifiées que cela? Je pense qu'à la réalité, il faut se rendre à l'évidence. Les projets étaient autres et nous sommes désormais dans un système policier. Je voudrais aller un peu plus loin que cette déclaration parce qu'il y a quand même eu des morts d'hommes dans cette affaire. Il y a des preuves de cela? Il y a des preuves de cela. Ce matin, pardon, un manifestant qui avait été gravement atteint hier est décédé au Centre national hospitalier universitaire de Cotonou. Cela est confirmé par tous les médias. Interpellé, le même ministre de l'Intérieur a indiqué que cela pouvait être vrai et que ce sont des militaires ou des policiers qui ont tiré, mais en contravention des ordres qui leur auraient été donnés. Cela veut dire que le ministre reconnaît qu'il y a eu des coups de feu à balles réelles et que cela n'était pas les consignes officielles. Je trouve que c'est quand même assez lâche de se défausser sur les forces de l'ordre qui ne sont qu'aux ordres. Michel, je vois que vous hochez de la tête quand M. Gomez parle. Vous partagez son avis? Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'exécutif béninois prend un vrai virage autoritaire, alors que le Bénin a toujours eu en Afrique de l'Ouest une tradition démocratique, ce qui était assez rare finalement sur le continent africain, alors que ce président a été élu quasiment plébiscité il y a 2 ans. Il semblerait qu'il ait mis tous les corps constitués, y compris la population, contre lui. On lui reproche un certain nombre de choses. On lui reproche un manque de transparence, notamment lorsqu'il est parti se faire soigner à Paris sur son état de santé. On lui reproche de cumuler les pouvoirs économiques et les pouvoirs politiques en même temps. On lui reproche, je dirais, du népotisme aussi, de faire travailler sa famille. On lui reproche aussi d'être imprévisible, de changer d'avis tout le temps, notamment sur le projet de voie ferrée entre Niamey et Cotonou. Aux élections, il a éliminé toute l'opposition. Il n'y a que 2 partis finalement qui vont se partager les sièges. On parle justement des élections avec un très fort taux d'abstention. Avec un très fort taux d'abstention, évidemment, parce que la population n'est pas dure. Quelle leçon justement est-ce que le président Talon peut tirer de ce fort taux d'abstention? Est-ce qu'on peut gérer un État comme on gère une entreprise? C'est pas sûr.
Je crois que le problème est là. Il manage il fait de la politique comme on manage une entreprise. Cela peut être un avantage, un atout, que d'avoir une vision d'entreprise pour gérer. Mais après, il faut avoir une culture politique, une culture démocratique qui permette de gérer le pays. Ce à quoi nous assistons, Michel l'a dit tout à l'heure, tous ces exemples cités sont exacts. Mais notre véritable problème dans le virage autocratique qui est en train d'être vécu, c'est qu'il y a une réforme principale qui a été mise en route et qui a été exécutée dans un silence quasi inquiétant sur le plan international. C'est la réforme du Conseil supérieur de la magistrature au Bénin. Un Conseil supérieur de la magistrature qui était un peu calqué sur celui de la France dans le temps où le président de la République faisait partie de ce Conseil avec le ministre de la Justice. Ouais. Il avait promis, et là aussi c'est un changement d'avis radical, il avait promis, pendant la campagne qu'il a fait porter, sortir le président de la République du Conseil supérieur de la magistrature pour que les magistrats aient plus de liberté. Et qu'est-ce que nous avons? Alors que le CSM qui était en place avant qu'il ne vienne au pouvoir ne comportait que 3 membres de l'exécutif, désormais nous sommes passés à 8 membres de l'exécutif. Donc l'exécutif est devenu majoritaire au sein du CSM et ce conseil est aussi le conseil de discipline des magistrats. Par conséquent, les magistrats ne peuvent plus se permettre de dire le droit. C'est ce qui se passe aujourd'hui au Bénin. Il y a une certaine autonomie que la justice béninoise n'a plus, selon vous? Absolument. Monsieur. Oui, c'est à craindre lorsque l'on met en place des réformes qui ne sont pas suffisamment discutées pour que justement la majorité de la population s'approprie ce texte-là et accepte plus ou moins, accepte davantage les réformes qu'on leur propose. On parvient à des situations comme celles qu'on est en train de vivre. Ce que l'on doit craindre avec le président Talon, c'est que justement ce plébiscite qu'il y a eu il y a 2 ans en arrière, que cela se transforme en si peu de temps, un tel rejet de sa personne est assez inquiétant. Parce qu'il était justement très plébiscité. Justement, c'était un plébiscite quand il est arrivé au pouvoir. Maintenant, par contre, il faut se dire quand même que les anciens présidents ne sont pas exempts de tout reproche. Lorsqu'il y a une loi qui est adoptée, promulguée et publiée au journal officiel, elle finit par s'appliquer. Ce qui a fait que donc certains partis politiques ont été aujourd'hui écartés de la compétition politique, c'est par rapport à cette loi-là, qui justement, quand on impose aux petites entreprises, aux petits commerçants du coin de s'acquitter de sa taxe, d'une patente, etc., il faut aussi les partis politiques qui sont légalement constitués, qui sont soumises à certaines règles, qu'elles s'imposent et qu'elles s'appliquent ces règles-là, pour que demain, une fois au pouvoir, ils puissent taper du poing sur la table ou qu'ils n'en aient même pas besoin. Qu'à partir du moment où ils disent que ceci est une règle, que tout le monde s'exécute par rapport à cette règle-là. Maintenant, par rapport à ce que disait Gérald tout à l'heure, un État a des sources de renseignements qui sont diverses. Lorsque le ministre de l'Intérieur dit qu'ils ont appris que des manifestations étaient en train de se préparer, l'État doit-il attendre que la manifestation ait cours pour réagir ou l'État doit-il anticiper? Là, ils ont anticipé. Ce qui n'est pas tolérable du tout, c'est que quand même que l'on en arrive pour une simple manifestation à ce qu'il y ait des morts d'hommes. Depuis combien de semaines les Gilets jaunes sont en train de manifester aujourd'hui sur Paris? Est-ce que vous avez entendu citer des morts? En un après-midi, quelques centaines de manifestants qui se réunissent et on en arrive à une mort d'homme. C'est ça qui n'est pas tolérable chez nous. Les libertés ont été durement acquises. C'est par la lutte, c'est par des combats de longue haleine avant qu'on y parvienne. Aujourd'hui, pour peu qu'on arrive au pouvoir, on use de tous les moyens de répression pour pouvoir taper sur le premier qui lève le doigt pour réclamer un droit. Ce n'est pas permis. On était le 1er mai. Les gens ont le droit de pouvoir manifester pour des droits qui sont acquis. Donc on ne peut pas, sous le prétexte que les gens se réunissent chez un ancien président, qu'il ait des ambitions de revenir ou pas, qu'il ait des droits pour pouvoir le faire ou pas. C'est un 1er mai, les gens ont le droit de manifester. Ils n'ont pas commencé à manifester. Une répression, elle doit être mesurée, dosée et calibrée à la hauteur des troubles éventuels et aussi de ce qui se voit. Mais ce n'est plus permis que l'on attente à la vue des citoyens comme cela.
Alors, juste préciser deux aspects du développement que Pape vient de faire. Le premier aspect, c'est que c'est vrai, l'État a ses sources de renseignement, mais dans le même temps, je tiens juste à dire qu'un ancien président aussi a ses éléments de renseignement. Et donc le projet qui était derrière cette démarche était bien perçu, d'après les informations qui nous ont été communiquées. Ne traînons pas sur cela. Mais je voudrais revenir plus essentiel sur les lois qui ont été votées pour qu'on participe à ces législatives. L'USL, dont je fais partie, est un parti de l'opposition écarté aussi de cette compétition, mais ce n'est pas parce que nous avons failli à la mise en œuvre de ces lois. Les deux anciens présidents, comme le président d'honneur de notre parti, le président Sébastien Adjavon, ne sont pas contre la loi. Enfin, si, nous sommes contre la loi, mais nous n'avons pas demandé à mettre à l'échec la loi. Nous avons décidé de nous conformer à la loi parce que nous sommes légalistes, quitte à la faire changer une fois que nous serions à l'Assemblée. Et nous avons tout fait, tout mis en œuvre pour correspondre à 100% à la loi. Et malgré cela, nous sommes écartés. Nous sommes écartés par un subterfuge. On a mis à contribution la Cour constitutionnelle. Et ça, c'est l'autre étape de la mise à sac de la démocratie. Cour constitutionnelle caporalisée aussi, puisqu'elle est présidée par l'ancien ministre de la Justice, qui est devenu président de la Cour constitutionnelle au lendemain des lois dont nous parlons, qu'il a fait voter à l'Assemblée. Et c'est lui, passant à la Cour constitutionnelle, qui les rend conformes à la Constitution. Donc là, nous avons la Cour constitutionnelle qui sort, en plein processus électoral, une décision qui impose aux partis, à moins de 20 jours du dépôt des candidatures, une nouvelle pièce à fournir et qui valide votre ticket. C'est votre ticket d'entrée dans la compétition. À moins de 20 jours. Vous êtes pris de court. Non seulement pris de court, mais c'est illégal. C'est illégal parce qu'il y a un traité au niveau de la CEDEAO qui interdit que les règles de jeu soient modifiées 6 mois avant le scrutin. Et là, c'est 20 jours avant le scrutin qu'on modifie la loi. On va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa News.